On va passer à l'intervenante suivante, donc Charlotte Desmonté. Merci. Bonjour, merci à tous. Merci au comité d'organisation, la commission d'audition, les experts, le groupe Biblio aussi. Donc, je suis Charlotte Desmonté, je suis psychologue sexologue, coordinatrice du CRIAVS Lorraine. Je travaille aussi dans un dispositif de soins pour auteurs de violences sexuelles en centre de détention. Et depuis quelques mois, on a ouvert une consultation spécialisée pour les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques. Donc c'est parti pour 10 minutes sur ces différentes questions. Quels sont les repères actuels concernant le développement psychosexuel des enfants et des adolescents? Quelle est la place des jeux sexuels? Qu'est-ce qu'un comportement sexuel problématique? Et enfin, quel impact a le contexte socioculturel, familial et économique sur ces repères? Ok, donc je n'ai pas de lien d'intérêt. Pour commencer sur le développement psychosexuel des enfants, ce qui va être vraiment important, c'est déjà de se dire que les comportements sexuels des enfants sont différents des comportements sexuels des adolescents et des adultes. Les enfants, on l'a déjà dit un petit peu là, ne sont pas des adultes et des adolescents en miniature, et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Les comportements sont vraiment en lien avec la curiosité, la découverte du corps, la recherche d'informations ou encore le besoin de réponse à leurs questions. Je vous ai remis très succinctement les repères chez les enfants entre 0 et 12 ans. Entre 0 et 2 ans, on est sur le début de l'exploration des organes génitaux chez les enfants, en général vers 6-8 mois chez les garçons et 10-12 mois chez les filles. Entre 3 et 5 ans, on est du côté de la découverte de leur corps. Les enfants vont poser plein de questions sur comment on fait les bébés, la différence des filles et des garçons. Ils vont s'intéresser aussi au corps de l'autre et c'est à cette période que va émerger les jeux sexuels chez les enfants. Entre 6 et 8 ans, commencent à apparaître les notions de pudeur et d'intimité. L'enfant, il n'a plus envie d'être confronté à la nudité des adultes, il n'a plus envie aussi qu'on puisse le voir nu. Et c'est aussi l'intimité, tout ce qui va concerner la vie affective. Et puis entre 9 et 12 ans, là, on commence à entrer dans la préadolescence avec les premiers changements corporels et avec des remaniements aussi du côté de la sexualité qui s'opèrent tout doucement. Le développement psychosexuel des adolescents, donc la puberté va engager l'adolescent dans un triple remaniement, déjà avec son environnement, avec la relation notamment avec ses parents, à son corps, avec le développement des caractères sexuels secondaires chez les filles et chez les garçons, et puis la sexualité, avec l'intérêt croissant pour la séduction, les relations amoureuses et sexuelles, le réveil allo-érotique où les adolescents vont être tournés davantage vers les autres, là où chez l'enfant c'est plutôt auto-érotique et centré sur soi. Et puis des questionnements sur l'identité sexuelle qui comprennent l'identité de genre ou encore l'orientation sexuelle. La place des jeux sexuels, alors j'ai voulu vous mettre une citation de Jean-Yves Desjardins qui est sexologue et canadien que je trouve vraiment chouette. L'enfance, c'est la période des jeux. L'enfant commence par jouer le travail avant de travailler pour de vrai. Il doit en être ainsi de la sexualité. Il commence par jouer la sexualité avant de vivre la vraie sexualité. Les jeux sexuels sont essentiels à la formation de l'enfant. C'est par le jeu qu'il apprendra les rudiments de la sexualité. Donc là, on voit bien que c'est des jeux ponctuels entre enfants où ça génère des émotions qui sont agréables. Là où on va être sur d'autres choses quand on va parler d'un comportement sexuel problématique. Donc l'ATSA, l'association for the Treatment of Sexual Abusers, en 2006 définit les comportements sexuels problématiques comme des comportements qui impliquent des parties sexuelles du corps adoptés par des enfants de 12 ans et moins qui sont inappropriés d'un point de vue du développement de ceux-ci ou qui sont potentiellement néfastes pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc là, au CRIAVS, on a fait une proposition pour essayer une infographie pour résumer ce que sont les comportements sexuels problématiques. Ça va être des comportements qui vont être observables, des comportements en décalage avec le niveau de développement psycho-affectif et sexuel de l'enfant, des connaissances avancées en matière de sexualité, ça peut être des masturbations compulsives, la reproduction d'activités sexuelles d'adultes, des gestes qui impliquent des animaux ou encore une sexualisation d'objets non sexuels, des comportements qui persistent avec une fréquence des comportements, une incapacité par l'enfant à arrêter et cesser lui-même ces comportements-là. Ça va persister en dépit aussi des limites de l'intervention des adultes. Au niveau du contexte, ça va être dirigé vers des enfants qui sont inconfortables à les recevoir, où ça va générer du coup des émotions désagréables chez les enfants. Ça peut être dirigé vers des adultes.
Des enfants qui se connaissent peu ou pas du tout. Il y a un décalage aussi d'âge de plus de 2 ans, où là on va parler du coup des comportements sexuels problématiques, une différence de niveau de développement, ou encore une incompréhension pour l'enfant de ses droits et ou de ceux des autres. Il va y avoir également des éléments de contrainte et de détresse, notion de secret, menace, chantage, coercition, de la confusion, de la honte, de la culpabilité. Et puis chez l'enfant qui présente des comportements sexuels problématiques, on peut retrouver des blessures physiques ou une détresse émotionnelle. Et enfin, ça va avoir des conséquences sociales et développementales. Le développement social et cognitif qui va être entravé. Ça va être des enfants qui vont être stigmatisés par les adultes. Il va y aussi y avoir de la plainte des autres enfants et moins de place pour les autres intérêts et activités. Donc, quel impact a le contexte socio, culturel, familial et économique sur ces repères ? Forcément, l'environnement familial va jouer un rôle et forcément... vivre et grandir dans un environnement familial dysfonctionnel va avoir un impact sur le développement psychosexuel et affectif des enfants et des adolescents, en particulier aussi, un zoom sur l'inceste et le climat incestuel aussi. Tout ça, ça va avoir des conséquences notamment traumatiques chez l'enfant. Alors, je n'ai pas détaillé tout ça, mais en tout cas, il va y avoir des conséquences sur l'expression et la régulation des émotions, sur la capacité à nouer des relations avec les autres. Ça peut aussi générer une confusion entre sexualité et violence sexuelle. Au niveau socio-culturel, on va... Ah oui, pardon. Et je vous ai remis un chiffre aussi qui était important, je trouve, de la Civise, quand on parle des conséquences aussi à long terme sur la santé des violences sexuelles, chiffre qui s'élève à 6,5 milliards d'euros par an. Au niveau du contexte socio-culturel, donc on en a parlé un petit peu, l'hypersexualisation de la société, avec les publicités, avec tout ce qui est aussi télé-réalité. La question de la pornographie qui prend une place centrale et qui va être abordée tout au long de ces 2 jours. Et puis les nouvelles pratiques des jeunes à l'ère du numérique, avec les réseaux sociaux, les nudes aussi entre jeunes. Tout ça, ça va avoir différentes conséquences, renforcer les stéréotypes de genre, donner une image erronée de la sexualité, encore une fois, venir confusionner, générer de la confusion entre sexualité et violence sexuelle. Et puis ce qu'on peut constater aussi, c'est une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui est insuffisante de manière générale dans la société. Tout ça, ça ne va pas permettre aux enfants et aux adolescents d'avoir des repères adaptés à leur âge. Et ça va venir aussi renforcer finalement les conséquences que l'on peut identifier en lien avec l'environnement dysfonctionnel. Ça peut venir aussi renforcer les conséquences en lien avec cette hypersexualisation de la société. Donc pour conclure, pour soutenir un développement psychosexuel harmonieux des enfants et des adolescents, il va être nécessaire d'avoir un engagement politique, humain et financier, avec dans un premier temps la formation des professionnels pour qu'on ait tous des repères communs, qu'on utilise tous les mêmes mots. Ça va être central pour l'accompagnement des enfants. Et donc reprendre le développement psychosexuel des enfants et des adolescents, qui est trop peu abordé encore dans les formations initiales, les comportements sexuels problématiques des enfants, le repérage aussi des environnements familiaux dysfonctionnels et en particulier l'inceste et le climat incestuel. Ça, on le voit souvent avec les professionnels. Le climat incestuel, c'est pas si simple à identifier. L'importance de la prévention primaire, secondaire et tertiaire avec l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et puis aussi l'importance de renforcer l'accompagnement des enfants victimes de violences. Et enfin, accompagner les parents pour renforcer leurs compétences parentales et favoriser un développement plus harmonieux. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Une question ? Bon, merci beaucoup pour votre rapport, votre présentation également, qui complète également certains points, qui du coup nous coupe un peu l'herbe sous le pied sous des questions. Vous avez déjà répondu à des questions qu'on s'était posées, c'est vraiment très très bien et c'était très instructif. Je voulais savoir si vous avez parlé des changements dans la société, des évolutions, les réseaux sociaux, la pornographie, l'hypersexualisation. Est-ce que vous pensez que ces éléments peuvent être de nature à changer un peu notre référentiel développemental par rapport à cette question des jeux sexuels, pathologiques ou pas, enfin évidemment, et de glissement chez l'enfant. Et au fond, puisque la société change, est-ce que finalement on doit changer nous aussi notre manière de repérer et donc du coup les signes d'alerte que vous avez très bien montrés, qui peuvent évoluer un peu comme ça? Je pense que les signes d'alerte,
sur les comportements sexuels problématiques ne sont pas forcément en lien avec cette hypersexualisation de la société. Enfin, je pense qu'on a des repères qui sont plutôt clairs et définis par rapport au développement psychosexuel des enfants. Par contre, ça va être important de prendre en compte cette hypersexualisation et de voir si un enfant, par exemple, a été confronté à de la pornographie très tôt, a pu être confronté à de la pornographie à la maison, a pu regarder des émissions qui n'étaient pas adaptées à son âge. Et ça va être des éléments de compréhension des comportements sexuels problématiques éventuellement chez les enfants. Pas d'évolution des repères normatifs, selon vous, envisagés? Non, mais comme ça, non. C'est une question qui est ouverte. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question. Bonjour, Anne Matthews, pédiatre responsable de l'UAPED et l'EPRED de Nord-Pas-de-Calais au CHU de Lille. Je m'interroge sur continuer à utiliser le terme « jeu sexuel », parce que c'est quand même un terme qui banalise. Les parents vont aussi tout le temps parler de jeu sexuel. Et quand on a parlé tout à l'heure de comment repérer les signes précoces, si on utilise trop ce terme « jeu sexuel », c'est comme ça qu'on va banaliser des comportements. Et je pense qu'il faut revoir, oui, parler de curiosité, jeu sexuel, je pense qu'il faut le nuancer. C'est vrai que c'est des choses dont on discute aussi assez régulièrement parce que les mots qu'on utilise peuvent générer effectivement de la confusion, même la question de la sexualité. Alors là, on parle plus de développement psychosexuel chez les enfants. On essaye de moins utiliser ce terme de sexualité qui vient tout confondre. Donc effectivement, les mots sont importants et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Je vous rejoins complètement. Alexandra Vidal-Bernard, merci pour vos éléments. J'aimerais revenir en fait sur ce que vous aviez, votre partie où vous aviez évoqué l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, et peut-être pour évoquer un champ en fait de cette éducation affective qui s'effectue dans les institutions en fait où on accueille les enfants les plus vulnérables. Et où parfois en fait, cette éducation affective, relationnelle et sexuelle est contre-productive dans le sens où ça réactive en raison en fait, de ce public vulnérable parmi les enfants qui ont vécu des abus sexuels et qui sont dans une incapacité en tout cas de mentalisation et beaucoup dans les agir, en fait rebasculent en fait, dans les comportements sexuels problématiques. Et cette question de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, elle est effectivement importante, y compris dans les institutions où il y a les publics vulnérables, mais peut-être qu'elle mériterait, en fait, en tout cas, une réflexion beaucoup plus approfondie auprès en fait, de ces publics, où il est important, en fait, effectivement, de mener cette éducation. Et où en même temps il faudrait penser aussi d'autres moyens en fait, d'apporter de la prévention en fait, sur les comportements sexuels problématiques des enfants. Mais c'est vrai que c'est des vrais enjeux institutionnels et c'est d'ailleurs des choses qu'on travaille beaucoup au CRIAVS avec les professionnels. Faire l'éducation à la vie affective et sexuelle, ça demande quand même un gros bagage en amont, être formé, avoir travaillé sur ses représentations, sur aussi toutes nos valeurs et nos représentations pour ne pas avoir d'impact sur le développement aussi des enfants. Ça va être aussi, avant de faire des groupes comme ça spécifiques pour les enfants, de prendre le temps de les connaître, de les rencontrer, d'évaluer et d'évaluer leur développement psychosexuel et affectif, voir où ils en sont. Est-ce qu'ils ont été victimes? Est-ce que c'est le moment à ce moment-là de faire le groupe? Enfin, il y a des réels enjeux. Comment? Parfois, on ne le sait pas. Mais en tout cas, l'évaluation en amont devrait normalement nous donner aussi ces éléments-là. Et c'est vrai que là, il y a un gros manque de formation des professionnels et des difficultés à pouvoir travailler sur ces questions-là, mais ça va être fondamental. Et aussi de se dire que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et en fait, dans toutes les structures de l'aide sociale à l'enfance, c'est travailler dans un premier temps sur les émotions. Enfin, si on faisait des séances uniquement sur les émotions, comment les identifier, comment apprendre à les verbaliser et les gérer, ce serait déjà un énorme travail pour tous les enfants, y compris ceux qui ont des comportements sexuels problématiques. Je vous remercie. Bonjour, Armelle Aquet, je suis pédiatre à l'UAPED et à l'EPRED du CHU de Montpellier.
Je vous remercie pour vos propos. C'est à Montpellier une problématique concernant les comportements sexuels des enfants qu'on a beaucoup travaillé. Et j'ai une question, puisque vous avez expliqué que vous aviez mis en place une consultation spécifique concernant les circuits. Parce que c'est sûr que c'est un moment clé quand on on met le doigt sur ces comportements sexuels problématiques, d'essayer de faire en sorte que ça ne glisse pas, puisqu'il y a un continuum avec une situation où l'enfant pourrait devenir auteur. Et du coup, quelle est votre porte d'entrée vers ces consultations et comment on pourrait travailler sur justement des circuits ou des unités spécifiques qui pourraient s'occuper des enfants ayant des comportements sexuels problématiques? Alors là, pour l'instant, c'est vraiment tout récent. On a eu la chance, je regarde mon collègue Nelson Paris avec qui on a monté la consultation. Pour l'instant, on est au tout début. On a une demi-journée qui nous a été autorisée par nos chefs de pôle respectifs pour faire de la consultation pour ces enfants-là. Les personnes qui nous orientent, ça va être des CMP qui ont parfois pris contact avec Nelson, qui est repéré maintenant en tant que pédopsychiatre aussi, parfois l'aide sociale à l'enfance. Et puis, comme on travaille au CRIAVS, on a aussi beaucoup de recours cliniques d'enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques. Et là, on a obtenu un FIOP pour 3 ans là, pour mettre en place une consultation dédiée avec des temps beaucoup plus conséquents de psycho, d'infirmiers. Donc voilà, au fur et à mesure, ça va se mettre en place tout doucement. Yvonne Coinson, pédopsychiatre. Je reviens sur la question de l'éducation. Il me semble indispensable de se rappeler que éduquer, c'est aussi donner des modèles. Et que dans une institution, les rapports hiérarchiques et les rapports intergenres font modèle pour les enfants qu'on reçoive. Et que ça doit se travailler avant ou pendant qu'on fait l'éducation par d'autres mots. Puis l'éducation, c'est aussi très informel. Donc, chez des enfants qui sont en foyer placés, ça va être aussi que les professionnels toquent à la porte, par exemple, quand ils sont dans leur chambre, qu'ils attendent la réponse de l'enfant aussi pour leur donner des repères sur l'intimité. Le moment de la douche, c'est pas on vérifie que tout le monde est bien lavé, mais c'est un espace pour chacun. C'est des choses qui sont effectivement à travailler dans les institutions parce que ça va être effectivement les premiers repères. Et au-delà de tout ce qui va être formel et dit aux enfants, il y a tout ce qu'ils peuvent observer. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y a le temps pour une question. Ou après, il y a le temps même pour dans une audition publique pour 1 minute de silence. Non. Une question derrière. Oui, alors peut-être une question supplémentaire sur la question de l'empathie, de la régulation émotionnelle. Régulation émotionnelle, vous en avez un peu parlé, et des expériences précoces. À votre avis, quelle place tous ces éléments prennent dans la compréhension des passages à l'acte sexuel? C'est une large question pour une dernière question. Oui. Ce qu'on constate, en tout cas chez les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques, c'est que ça vient répondre à des besoins, et parfois des besoins de réguler les émotions, parce que les enfants n'ont pas... Alors parfois, on grandit dans un environnement dysfonctionnel où ils ont pu aussi parfois être victimes de violences sexuelles, mais... Je reprends le fil de mon... Parce que vous avez insisté surtout sur l'émotion. Oui. Plus que sur l'empathie, d'une certaine façon, et plus que sur les expériences précoces, à un moment donné, sur le travail dans la régulation émotionnelle. Sur les expériences précoces aussi, on voit que c'est, comme le disait Samuel Lemitre, on est sur des parents qui sont des fois encore pris dans leur traumatisme et qui n'arrivent pas à réguler eux-mêmes leurs émotions, et donc n'arrivent pas à réguler les émotions de leur enfant. Et ça, on voit bien que dans les passages à l'acte, on est dans des difficultés de mentalisation, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, et donc du coup ce qui est aussi en lien avec cette régulation émotionnelle. Merci. Merci beaucoup.